L 99.5 Montréal. On est mercredi et qui dit mercredi, c'est l'heure de notre rendez-vous avec M. Philippe Labrec. Bonsoir, M. Labrec. Bonsoir. Ce soir, on va discuter de cette possibilité. Sommes-nous au seuil d'une nouvelle ère de confrontation nucléaire? Oui, exactement. J'ai choisi ce titre, si on peut dire, qui peut être provocateur ou inquiétant, là, mais les choses semblent se diriger vers ça. On en parle relativement peu, mais pourquoi en parler maintenant? C'est que, de un, l'arsenal nucléaire américain a entamé sa modernisation qui était, pressante. Modernisation d'un arsenal qui date de la guerre froide, donc première arme nucléaire qui a été produite dans les années 40, en 1945 plus précisément. Et que c'est ensuite, pendant la guerre froide, avait atteint des sommets stratosphériques avec la Russie, l'Union soviétique de l'époque, à peu près 80 000 ogives nucléaires au total. Tout ça a descendu rapidement après la fin de la guerre froide, mais l'arsenal a vieilli. Et là, les États-Unis ont finalement, après plusieurs années de tergiversation, décidé de moderniser leur arsenal nucléaire. Les Russes, eux, avaient déjà entamé la chose de peut-être au moins 10 ou 15 ans. Et les Chinois, plus précisément, dernièrement, dans les dernières années, ou plus précisément depuis 2013, depuis l'arrivée de Xi Jinping comme président de la Chine, ont augmenté non seulement le nombre d'ogives nucléaires qu'ils possèdent, ils ont triplé, on passait de 200 à peu près 600. Ah oui. Ceci dit, ici, tout ce qu'on sait à propos de la Chine sont un peu des estimations, parce que bien sûr, la Chine ne révèle que très peu de choses sur son arsenal nucléaire. Donc, il y aurait, d'après les dernières estimations de différents services de renseignement, triplé le nombre d'ogives nucléaires de 200 à 600, ce qui reste relativement bas. Les États-Unis, au total, doivent en avoir à peu près 5 000 et les Russes, à peu près encore à peu près la même chose. Mais comme je disais tantôt, pensons à la guerre froide, où au sommet de la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis combinés avaient à peu près 80 000 ogives nucléaires. Là, maintenant, on a peut-être moins de 10 000 combinés. Donc, il y a une réduction massive des deux côtés. Mais la Chine, elle fait l'inverse et augmente son nombre d'ogives nucléaires et surtout les moyens d'utiliser ces ogives nucléaires. Ce qui veut dire, en gros, frapper la cible voulue, que ce soit un centre industriel, une ville, une base militaire ou même utiliser sur le champ de bataille. Et la Chine développe un arsenal nucléaire qui dépasse la simple dissuasion minimale, comme la politique chinoise le demandait à peine, comme je disais avant l'arrivée de Xi Jinping, Oui. qui disait simplement on veut être capable de maintenir, d'assurer une frappe, une riposte, si jamais quelqu'un nous attaquer de façon nucléaire, avec des armes nucléaires. Là, on passe à vouloir atteindre un niveau paritaire à celui des États-Unis et de la Russie en termes de force stratégique nucléaire, ce qui veut dire que ce serait la première fois dans l'histoire qu'on aurait très grandes puissances nucléaires à parité si la Chine devrait, comme elle le souhaite, atteindre un niveau de parité avec les États-Unis et la Russie d'ici 2035 environ. Ce serait la première fois dans l'histoire. Là. Bien sûr, on a eu, je dirais, 3 grandes phases, là, si on peut parler de stratégie nucléaire. Oui. Le moment unilatéral où il n'y avait que les États-Unis qui avaient la bombe nucléaire jusqu'en 1949. Donc, il y avait le monopole sur la chose. Il était à peu près, invincible, si on peut dire. Oui. Mais à partir de 1949, l'Union soviétique a eu la bombe. Et ensuite, il y a eu une course à la qui a mené à ce que j'ai mentionné tantôt, les niveaux à 80 000 ogives nucléaires, ce qui est largement supérieur à ce qu'on aurait besoin de détruire la Terre plusieurs fois. Et ensuite, on a eu la période d'accalmie, l'espèce de réduction, ce qu'on appelait la détente par la suite. Là. Oui. Réduction graduelle, ensuite rapide des arsenaux nucléaires du monde. Et là, on semble entrer en la 4e période, qui est celle où, au contraire, les traités de réduction vont prendre fin, surtout entre la Russie et les États-Unis, qu'on appelle les traités START. Le dernier expire en 2026 et on peut s'attendre à ce que personne veuille les re-signer sur les Russes. Donc, ça risque d'expirer, il n'y en aura pas de nouveau. Et là, on risque de voir soit une augmentation du nombre d'ogives et missiles balistiques, par exemple, ou du moins une amélioration au niveau qualitatif qui fait que ce serait des armes de plus en plus utilisables, si je peux dire. Et là, on utilise la Chine, elle, qui augmente que les deux, qui augmente rapidement le nombre d'ogives nucléaires et la qualité qualitativement, ces forces nucléaires, encore une fois, pour pouvoir soit plus de précision, plus de façon de frapper les cibles, c'est-à-dire missiles balistiques lancés par sous-marins, bombardiers, missiles balistiques enfouis dans les sols, ce qu'on appelle les silos nucléaires. Donc, ils augmentent tout ça en même temps, ils améliorent tout ça en même temps.
ça mène à un monde, un équilibre nucléaire, comme on disait à l'époque, unique dans l'histoire, qui semble être à peu près la quatrième grande période de tout ça. Là. Wow! C'est fascinant, c'est épeurant, mais c'est fascinant et c'est important qu'on en parle. Vous disiez en début de chronique là, qu'on en parle très peu. Effectivement, moi, j'apprends plein de choses là-dedans. Est-ce qu'on et là, ça nous amène, si on s'en va vers 3 puissances nucléaires équivalentes, ça nous amène aussi à la question des alliés et des parapluies nucléaires. Donc, ça va rebouger les forces actuelles. Ben, tout à fait. Même pendant la guerre froide, on se rappellera que le général de Gaulle avait sorti la France du commandement intégré de l'OTAN, en partie parce qu'il s'est dit jamais est-ce que les États-Unis vont sacrifier Washington pour Paris si jamais une guerre nucléaire avec l'Union soviétique devait éclater. La France avait été unique à faire ça à l'époque, mais la question était fondamentale à savoir est-ce que les États-Unis vont risquer leur propre pays, si je peux dire, là, les États-Unis continentales, pour défendre un des pays qui tombait sous la protection nucléaire américaine, ce qu'on appelle en anglais le nuclear umbrella, le parapluie nucléaire américain. Et donc, De Gaulle en est venu à la conclusion que non. La question se pose encore pour, Séoul et Tokyo, la Corée du Sud et le Japon, qui sont, eux, proches de la Chine, de toute évidence, et qui ont accepté depuis la fin de la guerre de Corée et la fin de la Deuxième Guerre mondiale de ne pas développer leurs propres armes nucléaires, même si on a les moyens, l'expertise et les moyens financiers de le faire, en échange que les États-Unis, eux, prodigue justement cette protection nucléaire. Ça réduit ce qu'on appelle la prolifération nucléaire, ce qui est une bonne chose, je crois, globalement pour le monde entier. Mais là, ces pays doivent se demander, maintenant que la Chine risque d'atteindre un niveau de force nucléaire à parité à celui des États-Unis, ça remet en doute encore une fois la crédibilité de la protection nucléaire américaine. Donc, les Sud-Coréens qui, en plus, font face à la Corée du Nord, même chose sur le Japon, qui font face donc à 2 puissances nucléaires, et la Chine en même temps, de plus en plus, ces pays-là vont devoir se poser des questions, à savoir s'il y a un déclin relatif de l'équilibre nucléaire en défaveur des États-Unis, surtout en ce qui a trop au Japon et la Corée. Ils vont peut-être penser que leur dissuasion nucléaire ne peut être servie que par leur propre arsenal nucléaire. Les Européens ne sont pas encore venus à cette conclusion. Mais on parle déjà en Europe, par exemple, de mutualiser, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas exactement le mot, mais demander à la France de fournir ce parapluie nucléaire aux puissances européennes pour ne pas avoir à être dépendant entièrement de la dissuasion nucléaire américaine. La France étant la seule puissance nucléaire au sein de l'Union européenne. Il y avait le Royaume-Uni avant aussi, là, mais maintenant qu'ils en sont sortis, c'est pas certain que ceux-ci prennent place à ce qu'on appelle la défense européenne. Donc, les différentes puissances du monde, oui, se posent des questions à savoir, est-ce qu'on peut encore, je vais réduire la chose à dire, faire confiance à 100% à la protection américaine, pas parce que les Américains ne sont pas des gens à qui on peut faire confiance, ou du moins leurs promesses de défense nucléaire ne sont pas réelles, mais c'est que dans un environnement stratégique qui change rapidement, où on a une nouvelle grande puissance nucléaire, et que les États-Unis pourraient faire face à eux seuls à 2 grandes puissances nucléaires, maintenant pour la première fois dans l'histoire, encore une fois, soit la Russie et la Chine. Et toute personne rationnelle se posera des questions, est-ce qu'ils peuvent vraiment y arriver? Ils vont toujours, et surtout, j'ai envie de dire, si les choses devaient s'aggraver rapidement, ils vont vouloir préserver le continent américain en premier lieu. Donc, je crois que la question se pose en ce moment dans certains cercles stratégiques assez limités. Et ça ne fait pas surface dans les médias ou même au sein de l'élite politique des différents pays. Mais au sein des élites stratégiques, les gens qui pensent à ça, en gros, ce qui est quand même un groupe assez limité de gens dans le monde, la question se pose déjà. Donc, tôt ou tard, on va, je crois, ça c'est ma croyance personnelle, on va atteindre un environnement similaire à celui de guerre froide où la question nucléaire est quelque chose qui va revenir maintenant dans les manchettes, tranquillement au tout début. Mais on se rappellera que pendant la guerre froide, tout le monde en parlait presque tout le temps, j'exagère, mais bon, je l'ai pas vécu, là, j'étais très très jeune dans les années 80, un petit enfant. Mais je me rappelle très bien de films sur la guerre nucléaire, il y en avait des dizaines, voire beaucoup plus. On peut se rappeler de Dr. Strangelove ou The Day After, par exemple, qui ont été des films marquants qui dépictaient un peu, toute la logique qui entourait la stratégie nucléaire de l'époque et l'espèce de paranoïa qui entourait la chose, les vidéos d'enfants qui se cachaient sous leur bureau à l'école pour se protéger contre une explosion nucléaire. La chose était bien réelle à l'époque. Aujourd'hui, on a complètement oublié tout ça. Mais je crois que graduellement, tranquillement, dans les 5 à 10 prochaines années,
ça va remonter à la surface et on va se reposer les questions, disons. Oui, bien, la France qui a l'arme nucléaire, quand on écoute les nouvelles, quand on s'intéresse à l'actualité en Europe, on voit qu'il est question actuellement d'offrir le parapluie nucléaire à l'Europe. Certains se positionnent derrière la volonté d'Emmanuel Macron d'offrir le parapluie nucléaire de la France à l'ensemble, l'étendre à l'ensemble de l'Europe. D'autres disent qu'il faut garder cette arme de dissuasion, cette arme dissuasive seulement et uniquement, exclusivement pour la France. Mais dans toute cette polémique et dans tous ces débats là, qui courent actuellement en Europe sur l'arme nucléaire, on parle toujours d'une arme dissuasive, donc une arme de dissuasion où notre intention n'est pas de l'utiliser. Mais ce que vous dites avec la montée de l'arsenal chinois, ça semble dépasser une volonté dissuasive. Est-ce que c'est bien est-ce que je comprends bien la situation? Je dirais qu'à la base, l'arme nucléaire, il y a très peu de gens qui l'ont conçue comme une arme offensive, mais il y en a qui l'ont quand même fait. Et là, on tombe dans dans les théories, dans les stratégies purement abstraites, dans ce qu'on appelait à l'époque du wargaming, où littéralement, ils jouaient à des jeux de guerre, et là, on simulait différents scénarios de guerre, et certains tentaient de stimuler ce qu'on appelle une stratégie offensive de l'usage de la guerre nucléaire. Ça veut dire frapper en premier avec des armes nucléaires. Mais je voudrais que c'est une très, très petite minorité. La plupart des stratèges nucléaires dans l'histoire, notamment les stratèges contemporains, conçoivent la bombe nucléaire et l'arme nucléaire comme étant un outil de dissuasion. Donc, les Américains en premier, même s'ils ont, et les Russes d'ailleurs, qui ont des arsenaux nucléaires incroyables encore aujourd'hui en termes de qualité et de quantité, ne conçoivent l'arme nucléaire que de façon, j'ai envie de dire, défensive, donc dissuasive. On veut dissuader l'ennemi d'utiliser des armes nucléaires contre soi-même, ou on veut peut-être même dissuader un ennemi d'utiliser des forces conventionnelles contre soi. C'est ce que la Russie fait en ce moment en Ukraine. Poutine l'a dit de façon assez catégorique. Il menaçait d'utiliser des bombes nucléaires, ce qu'on appelle des armes nucléaires tactiques, si l'OTAN devait s'impliquer directement dans le conflit. Ouais. Et donc là, on dissuade une implication des forces conventionnelles de l'OTAN par la menace de l'arme nucléaire. Donc, je voudrais que les Chinois restent dans cette logique dissuasive. Cependant, ce qu'on peut déduire, disons, de la doctrine nucléaire chinoise, c'est qu'ils veulent maintenant atteindre un niveau de parité stratégique, ce qui veut dire qu'il ne serait pas simplement répliquer une attaque nucléaire, ça serait de pouvoir, disons, pendant la guerre froide, là, je vous ramène à la guerre froide, mais les États-Unis et les Soviétiques avaient atteint ce qu'on appelait le Mutual Assured Destruction, une assurance de destruction mutuelle. C'est-à-dire que si les deux pays commençaient à se bombarder nucléairement, grosso modo, les deux pays auraient disparu. Là, on aurait parlé de centaines de millions de morts en quelques heures ou à peine, ou peut-être quelques jours, meilleur des cas. Et donc, les deux empires auraient disparu. Et donc, ce qu'on peut comprendre des Chinois, c'est qu'ils veulent atteindre cette parité stratégique pour pouvoir exercer cette pression, cette crainte, cette peur de pouvoir dévaster tout ennemi potentiel de la Chine, qui en ce moment ici, au point de vue nucléaire, ne peut être que la Russie et les États-Unis. Bien sûr, la Russie en ce moment est très proche de la Chine, donc ça ne peut être que les États-Unis. Ouais. Et donc, on veut atteindre cet équilibre stratégique parce qu'on veut aussi éviter une espèce de chantage nucléaire. À propos de Taïwan, si la Chine devait attaquer Taïwan, les États-Unis menaceraient d'utiliser l'arme nucléaire de façon massive contre un arsenal nucléaire chinois minime. Les Chinois ne veulent pas être pris dans cette situation défavorable. Et donc, vont augmenter leur arsenal nucléaire, encore une fois, de façon qualitative et quantitative, pour pouvoir éviter cette situation d'une espèce de bullying nucléaire, là, si vous préférez. Donc oui, la situation a changé, mais je ne crois pas que les Chinois sont passés à l'offensive nucléaire. Je ne crois pas qu'ils sont passés à une doctrine qui demanderait l'usage initial d'une bombe nucléaire sans qu'on les provoque à utiliser des armes nucléaires. Donc, je crois qu'on est encore dans cette logique, mais disons que l'usage est quand même plus probable. Maintenant, on entre dans une logique de stratégie nucléaire de guerre qui est similaire à celle de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, là.
Oui, on est dans une époque où on commence à se bomber le torse de part et d'autre sur la planète. On voit d'ailleurs ceux qui s'intéressent à la défense, ceux qui s'intéressent aux puissances militaires mondiales. Il y a des vidéos assez impressionnantes chinois qui sont diffusées, qui sont disponibles en ligne sur les exercices militaires chinois. Il y a une démonstration de force aussi dans ces vidéos qui sont produites, j'imagine, par l'armée chinoise. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est sûr. Je la discutais à distinguer le vrai de la propagande chinoise. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu comme à l'époque, l'Union soviétique faisait des parades militaires incroyables. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de divisions d'infanterie de toutes sortes là, à l'Est qui étaient en fait ce qu'on appelait des divisions de papier. Hein. Ouais. Donc, elle existait sur papier et on déguisait quelques personnes en soldats lors des parades, mais en fait, c'était plus ou moins opérationnel, plus ou moins menaçante réellement, mais sur papier, qu'on regardait la force de l'Armée rouge, c'était absolument terrifiant, mais en réalité, on n'y était pas vraiment. Là. Ça ne veut pas dire que l'Armée rouge n'était pas forte, mais disons qu'on utilisait la propagande de bon escient. Dans ce cas-là, du côté chinois, c'est la même chose. J'ai de la difficulté à dire à quel point pardon, c'est la propagande ou la vérité. Ouais. Ceci dit, je voudrais qu'il y a un certain consensus et plusieurs analystes qui en sont venus à la conclusion que oui, en effet, la Chine mène un programme d'amélioration et d'augmentation de son arsenal nucléaire. Et donc, ça semble être vrai, là, tout à fait. Après, qu'est-ce qu'il montre en termes d'images et de vidéos? Je crois que c'est surtout pour stimuler les Chinois eux-mêmes, pour un espèce de sentiment de patriotisme chinois, pour que le gouvernement ait le plus d'appui possible au sein du public. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vaut comme valeur au niveau stratégique? Je suis pas certain. Là. Est-ce qu'on peut dire que cette course nucléaire, elle est un outil de plus dans cette guerre commerciale qui se déroule sous nos yeux entre la Chine et les États-Unis? Je ne sais pas si c'est un outil de plus, mais j'ai l'impression que c'en est une conséquence d'une certaine façon. Mm-hmm. Ceci dit, je dirais que la Chine en serait venue à cette politique de cette nouvelle stratégie nucléaire, peu importe. Je crois que les ambitions chinoises de redevenir la grande puissance qu'elle a été dans l'histoire, peu importe la guerre commerciale ou non, les aurait menés vers cette politique nucléaire, si je peux dire, de grande puissance. C'est sûr que ce qui se dessine comme étant une guerre commerciale avec les États-Unis rajoute de l'huile sur le feu, mais je crois que c'est plus dans l'optique où elle n'en fait pas encore partie. Mais du côté américain et du côté chinois, on se dit, tôt ou tard, tout ça pourrait finir par une vraie guerre, une guerre kinétique, où littéralement, on ferait feu l'un sur l'autre, en premier sûrement avec des forces conventionnelles, mais tôt ou tard, ça pourrait monter au niveau stratégique et nucléaire. Mm-hmm. Et donc, je crois que, sans vouloir alerter tout le monde, les grands stratèges des deux côtés s'attendent à peut-être avoir à faire face à un conflit armé entre les deux puissances, que ce soit dans le Pacifique, autour de Taïwan ou autour de la Corée ou du Japon, ou en plein milieu de l'océan Pacifique, là, ça reste à voir. Mais je crois que les deux, sans vouloir le dire ouvertement, planifient déjà un conflit armé. En même temps, c'est le rôle des établissements de la défense de n'importe quel pays de planifier des guerres. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent la faire. Il faut la planifier parce que si jamais telle ou telle chose devait arriver, donc moi, on sait un peu quoi faire. Ceci dit, je pense que les deux côtés prennent la chose de plus en plus au sérieux et planifient donc de plus en plus de façon conséquente. C'est tout simplement ça. Donc, je pense que c'est plutôt une conséquence ou une préparation à la guerre commerciale qui semble prendre place en ce moment. Oui. Donc, vous dites que sous Obama, là, les États-Unis avaient adopté la doctrine de nucléaire zéro, mais que là, finalement, les États-Unis sont en train de moderniser leur arsenal vieillissant avec au coût de 1500 milliards de dollars US sur 30 ans. Donc, c'est bien amorcé, là, ce rééquipement militaire du côté même des États-Unis. Oui, exactement. Sous Obama, ça avait surpris certaines personnes parce que ce qu'on appelle la Nuclear Policy Review, on était venu à la revue politique politique publique nucléaire, on était venu à la conclusion qu'un monde sans armes nucléaires était non seulement plus sécuritaire, mais plus propice à l'utilisation des forces conventionnelles américaines qui étaient à l'époque largement supérieures, c'est encore vrai, largement supérieures à peu près tous les pays. Hein. Dans le sens où on a plusieurs années, on était venu à la conclusion que les États-Unis ne pouvaient pas être
défaits sur le champ de bataille, tellement qu'ils étaient en avance sur tout le monde, incluant la Russie. Et donc, la politique en était venue à l'arme nucléaire, aujourd'hui, au 21e siècle, était principalement utilisée pour dissuader l'usage des forces conventionnelles américaines. Après l'invasion de l'Irak et le renversement du régime de Saddam Hussein, il y a plusieurs qui se sont dit, si Saddam aurait eu la bombe, peut-être que les Américains n'auraient pas envahi. En fait, ils n'auraient pas envahi. Donc, on sont venus à la conclusion que la prolifération nucléaire était surtout une façon de dissuader ou d'empêcher leur suprématie conventionnelle. Et sous Obama, la politique a été adoptée essayant d'atteindre un monde où il n'y aurait plus d'armes nucléaires. Bien sûr, ça n'est pas arrivé. Et là, les choses se sont complètement inversées. Non seulement les Russes ont modernisé leur arsenal pour le rendre beaucoup plus utilisable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des bombes nucléaires moins puissantes. Au niveau de tactique qu'on utilise sur le champ de bataille, avec une précision largement supérieure aux bombes nucléaires de l'époque et à peu près indétectable. Il parlait bien sûr de ce qu'on appelle une espèce de torpille nucléaire qui serait armée avec des bombes nucléaires, des torpilles nucléaires qui pourraient se rendre jusqu'aux côtes américaines sans être détectées pour ensuite être lancées automatiquement. Et tout ça se fait par machine. C'est pas un sous-marin, c'est vraiment juste une torpille géante avec aucun équipage à bord. En plus des missiles supersoniques, ce qu'on appelle les missiles de croisière, qui sont à peu près inarrêtables, et même les missiles balistiques conventionnels qu'on a vus pendant la guerre froide, qui existent encore et qui ont été modernisés. Techniquement, il y a certains moyens qui avaient été inventés pour les arrêter, mais sont tout à fait... On peut pas leur... Donc, leur efficacité est presque de zéro. Là. On parle de 5 à 6 %. Je veux dire, on peut pas leur faire confiance. Ce qui veut dire tout ça, en gros, qu'on est revenu à l'ère, j'ai envie de dire une course à l'armement nucléaire. Même les Américains ont abandonné l'idée d'un monde dénucléarisé. Oui. Est-ce que ça va être une course en termes comme celle de la guerre froide, où on est passé de quelques ogives en 1945 à 80 000 ogives à la fin des années, au milieu des années 80 à peu près? Je pense pas. Je pense qu'on va quand même atteindre un certain équilibre on va dire, entre 1000 et 2000 ogives par grande puissance, c'est-à-dire Russie, Chine, États-Unis. Mais un perfectionnement des moyens de livraison de ces armes, c'est-à-dire missiles balistiques principalement, après qu'ils soient montés ou équipés sur des bombardiers furtifs, des sous-marins ou même d'autres, des missiles de croisière, dépendamment. Ça, je pense que c'est des moyens qui vont être perfectionnés au point tel que ces puissances-là vont pouvoir frapper à peu près n'importe quel point sur Terre avec une très grande précision en très peu de temps, avec des armes nucléaires. Et souvent plusieurs ogives nucléaires, pas qu'une. Et vont pouvoir aussi contrôler la puissance de l'ogive, c'est-à-dire soit une ogive thermonucléaire, qui est l'arme nucléaire la plus puissante qu'on connaît, oui. Soit des ogives tactiques qui sont l'équivalent de, je n'ai pas la quantité exacte de tonnes de TNT, mais qu'on utilise sur le champ de bataille, qui sont relativement faibles. Okay. Donc, et ça va être une avancée, et ça peut être un monde qui peut, disons, faire peur dans le sens où la stabilité va être remise en cause. Il va y avoir un déséquilibre de l'équilibre stratégique nucléaire mondial, tout simplement parce que ce genre d'armes va avoir une portée, une précision qu'on ne connaît pas encore. Et là, il va falloir repenser les stratégies nucléaires de tous les côtés, et surtout la dissuasion nucléaire qui vient avec. Ben oui. Et j'ai envie de vous demander, le Canada, dans tout ça, qui déclare que la relation avec les États-Unis est terminée, qu'il faut se tourner vers l'Europe, bien sûr, sur le plan commercial, on peut avoir des ambitions de diversifier nos exportations, diversifier nos marchés, mais il reste que sur le plan militaire, sur le plan de la défense, quand on vous écoute, on comprend bien que c'est nos voisins et que comment on se positionne par rapport à ça, ça nous porte à réfléchir à nouveau ou de reconsidérer nos stratégies de dissociation avec le voisin américain qui est un parapluie nucléaire aussi? Ben exactement le choix. Le Canada a fait le choix de ne jamais acquérir des armes nucléaires. Il y a une certaine époque où on aurait pu. Mm-hmm. Je crois qu'on a fait le bon choix. On n'en avait pas besoin. Bien sûr, ça implique que les États-Unis devaient nous couvrir avec leur parapluie nucléaire, qui est encore le cas, grosso modo. Et c'est principalement contre une attaque éventuelle de la Russie qui reste, à mon avis, très, très, très peu probable en ce moment. Mm-hmm. Et s'il y avait une attaque russe stratégique massive, qui est encore une fois absolument improbable, mais admettons, celle-ci passerait sûrement soit par les mers, les océans, ou par le pôle Nord, donc par les voies aériennes.
Et ça, qu'on le veuille ou non, en ce moment, on est demandant des États-Unis pour la dissuader, au minimum, et peut-être même l'arrêter si elle devait être en cours. À court terme, je pense pas qu'on puisse changer ça. Tout simplement, ce genre d'armement, de système coûte une fortune et requiert une expérience, une expertise qui s'acquiert pas du jour au lendemain. Hein. Et donc, on peut pas vraiment... On participe à NORAD encore aujourd'hui, à la défense de l'espace aérien nord-américain, et je crois que ça va rester comme ça. Je crois que la politique canadienne devrait être de mettre un rôle au sein de NORAD et de la défense aérienne nord-américaine, ce qui va peut-être dire, on va voir, mais dans le futur, dans le Grand Nord, avoir une présence américaine quelconque, ou du moins simplement qu'on accepte que les Américains aient des systèmes de défense à nos frontières, disons, autour du Yukon, territoire du Nord-Ouest, ce genre de choses-là. Oui. Peut-être même en Colombie-Britannique, c'est pas impossible. Donc, je crois que notre politique est assez évidente dans le sens où on doit démontrer aux Américains qu'on peut faire ce qu'on peut faire, peu importe ce que ça va être. Je ne crois pas qu'on devrait acquérir des armes nucléaires. Là, je pense que c'est hors de question. Mais on entre dans un monde de plus en plus conflictuel. Là, il y a des choix à faire et il y a des choses qui s'imposent aussi. Je crois que jouer de naïveté et de croire que tout va bien aller, si je peux dire, est peut-être la mauvaise posture. Là. Oui. Eh bien, Monsieur Philippe Labrec, c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur ces enjeux. Je rappelle aux gens que vous avez, c'est votre domaine d'expertise, l'étude des conflits, la géopolitique, et vous avez clairement exposé une partie de vos lectures et ça nous incite, ceux qui sont intéressés, à en découvrir plus dans vos écrits, notamment dans le magazine Les Affaires. On peut vous lire là. Et à quel autre endroit on peut vous suivre, Monsieur Labrec? Mon balado, Idées en évolution, idées au pluriel, que vous trouverez en ligne ou sur YouTube plus facilement. Vous allez me voir là. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.